bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. C'est l'heure de votre grand dossier qu'on a intitulé aujourd'hui, regardez, accord États-Unis-Iran, Trump capitule, point d'interrogation. On va essayer d'y répondre tout au long de cette émission. Alors entre tensions diplomatiques et versions contradictoires à Téhéran et à Washington, eh bien la perspective d'un compromis reste plus qu'incertaine. Deux points principaux de divergence. 1. Le détroit d'Ormuz et 2. Le nucléaire. Écoutez le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Et bien sûr, notre position a toujours été, et c'est depuis longtemps notre politique, que si l'on doit traiter la question des matières enrichies à haut niveau, en particulier celles enrichies à 60%, alors, de notre point de vue, la seule méthode acceptable est leur dilution ou leur conversion en Iran. Voilà, on va en débattre bien sûr jusqu'à 18h tous ensemble. Je vous livre juste cette dernière information que l'on vient d'apprendre. Donald Trump, le président américain, va participer à un dîner à Versailles mercredi. C'est ce qu'annonce la Maison-Blanche à LCI. Vous savez, à partir de lundi en début de semaine se tiendra le G7 à Évian. Eh bien, la Maison-Blanche annonce que Donald Trump participera donc à un dîner à Versailles mercredi. On l'imagine bien sûr autour du président français Emmanuel Macron. Bonjour Elisabeth Shepard-Selem. Bonjour. Merci d'être avec nous, maître de conférence, directrice de programme politiques et relations internationales à l'université de Tours et une très très grande spécialiste de défense et sécurité. Merci d'être avec nous. Le général Gilles Abré, ancien général inspecteur de l'armée de terre, enseignant bonjour. À l'Institut catholique de Paris. Romuald Siora, bonjour, essayiste et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous avez d'ailleurs publié récemment un ouvrage aux nouveaux éditeurs qui s'intitule America 250. Parfait, vous allez pouvoir aussi nous éclairer pendant cette émission. Et bien sûr, Xavier Giacomoni, éditorialiste international à LCI. Bonjour. Bonjour Xavier. On le disait, ce protocole d'accord, 14 points, nous dit-on, qui pourrait être signé. D'ailleurs, je vous rappelle que le Pakistan à Islamabad a précisé que dans les prochaines 24 heures, eux ne comptaient pas du tout signer cet accord entre les États-Unis et l'Iran. Les Américains, sur le nucléaire, exigent que l'Iran, d'une certaine manière, détruise ses stocks. Alors, on va voir cela en détail avec vous, Elisa Cléa. Je vais vous rejoindre. Elisa, priorité ce nucléaire, on va dire, de Washington, totem de Téhéran. Mais sur quoi, en fait, se serait-il mis d'accord ? Alors, côté américain, on est très affirmatif. Il faut absolument que cet accord empêche l'Iran d'obtenir l'arme atomique et donc l'accord doit aboutir au démantèlement du programme nucléaire iranien. On a même des détails qui nous sont donnés par un haut responsable à la Maison-Blanche, directement à notre correspondante sur place, Sonia Dridi. Regardez, cet uranium enrichi doit être détruit sur place puis retiré du territoire. En échange, les États-Unis promettent des compensations financières. On pense notamment au déblocage de plusieurs milliards de dollars d'avoir gelé les Iraniens. Et puis également, regardez, ils assurent ne pas être opposés à l'idée de centrales iraniennes civiles. Alors, Elisa, est-ce que la République islamique d'Iran, Téhéran, est sur la même longueur d'onde ? Mais c'est là qu'il faut être très attentif aux termes employés. On a écouté tout à l'heure avec vous, Julien, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien. Eh bien, il utilise, lui, le terme de dilution et non pas de destruction de l'uranium sur place. Et c'est évidemment très important. Il reste volontairement très flou et on est encore en fait dans un jeu de poker entre Washington et Téhéran. Et puis, il faut encore une fois le rappeler, même si un accord est finalement trouvé, il va être très difficile pour ces deux parties prenantes de se faire confiance, notamment puisqu'une destruction de l'uranium enrichi sur place, eh bien, ça nécessite le déploiement de forces spéciales, d'envoyés spéciaux sur place, d'armées, de soldats de l'armée américaine également. Eh bien, c'est une opération évidemment très risquée. Alors, vous avez planté le décor, effectivement, Elisa, très intéressant. On a vu ce terme de dilution qui est apparu. Ça m'intéresse d'avoir, j'allais dire, vos commentaires et vos analyses à tout. Je vais commencer avec vous, Elisabeth. Est-ce que c'est le scénario, j'allais dire, le plus probable, ou est-ce qu'on est dans un scénario farfelu que reprennent et que nous donnent les médias américains ? Alors aujourd'hui, moi ce que je dirais, j'ai de plus en plus de mal avec les différents scénarios. On va en parler très rapidement avec Xavier. On entend tout et son contraire aujourd'hui, ce qui
soit est c'est fait exprès, c'est-à-dire en communication qui montre de quoi sont capables les Américains pour montrer aussi à l'aube de l'anniversaire du président que tout est sous contrôle, mais aussi chez les Iraniens. On se souvient hier de ces fameuses 14 points où les Iraniens ont dit aux médias iraniens arrêtez de divulguer des choses qui sont pas forcément vraies. Donc moi je me méfie. Venant d'une agence quasi officielle, en fait. Oui, voilà, c'est pas donc, l'agence de presse du gouvernement, exactement. Mais pas loin. Donc pour ma part, je trouve qu'il y a effectivement des scénarios qui sont possibles, même si beaucoup de lignes rouges d'un part et de l'autre me semblent, on va dire, pas respectées. Romuald Siora. Écoutez, pour moi, les choses me semblent un peu plus évidentes. Ça fait des semaines que l'on sait que Trump mendie cet accord. Trump s'est jeté dans cette guerre contre l'avis de son vice-président, de Suzy Wittz, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, des généraux du Pentagone, et surtout de sa base MAGA, une base qui jusqu'à présent l'aurait suivi jusqu'en enfer et qui est en train de se détourner de ce président qui avait promis de pas entraîner notre pays dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Bref, Trump veut se sortir de ce guêpier. Il le voulait avant son anniversaire. Peut-être aura-t-il, je pense pas qu'il aura l'accord demain, mais il aura dans les prochains jours. En tout cas, avant le 250e anniversaire des États-Unis, qui aura lieu dans quelques semaines, qui doit être son sacre. Comme vous le savez, il est en train de faire bâtir cet arc de triomphe majestueux, grandiose. Bref, il a été prêt à avaler de nombreuses couleuvres, à passer de beaucoup de compromis. Il l'a fait, donc il aura ce bout de papier. C'est effectivement un pré-accord, c'est une feuille de route. Ça va pas vraiment régler les grands problèmes. Les Iraniens ont réussi le tour de passe-passe de faire que les raisons de la guerre sont un petit peu oubliées. Aujourd'hui, c'est comme le détroit d'Ormuz, les causes qui sont la priorité. Donc on aura un accord bancal, un pré-accord, et ensuite des négociations, comme cela est dit, vient d'être dit, qui vont s'étendre sur des semaines, des mois, voire beaucoup plus longtemps. L'objectif de Trump est de faire oublier l'Iran, une fois qu'il aura son bout de papier aux Américains, et de passer à autre chose. Alors, on va s'arrêter, on a du temps, pour expliquer un petit peu ce dont il pourrait s'agir concernant le nucléaire, concernant cette dilution générale. Concrètement, ça pourrait se passer comment? En plusieurs étapes d'ailleurs. D'abord, aller chercher, j'allais dire, ce nucléaire. Et après, on le confie à qui? C'est la Russie dans le viseur? C'est la Chine par là? Ça se passerait comment? En fait, sur l'option de la dilution, je suis désolé, je vais revenir un petit peu à la technique. Allez-y. L'Iran possède de l'uranium. L'uranium naturel, c'est 0,7% d'uranium 135, c'est ce qui permet de faire un armement nucléaire, et 99,3% d'uranium 238 qui n'est pas très utile pour un armement nucléaire. Le but, c'est d'augmenter les isotopes d'uranium 235. Actuellement, grâce à ces centrifugeuses, ils sont arrivés pour une partie de leur stock à 60%. Diluer, ça veut dire quoi? C'est un peu comme un sirop. Lorsque vous avez mis trop de sirop, vous rajoutez de l'eau. Donc vous rajoutez de l'uranium naturel non enrichi pour que la base à 60% diminue. L'avantage pour les Iraniens est double. D'abord, vous détruisez pas vos stocks parce que vous pouvez ensuite reprendre votre uranium et poursuivre l'enrichissement. Et puis, vous le gardez sur le territoire iranien. Donc, cette idée de la dilution, qui serait sans doute supervisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, serait de conserver les matériaux. Xavier. Oui, pour les Iraniens, il y a tout intérêt à faire ça. D'autant plus que la supervision, le contrôle par l'AIEA va être extrêmement compliqué. Depuis que Trump est sorti du JCPOA, les contrôles ont été très compliqués. Aujourd'hui, il y en a plus du tout. Donc, ils feront bien ce qu'ils voudront de ces 440 kilos. Pour preuve, comme les Américains avaient quand même des velléités à venir les chercher dans une opération commando, on en a parlé il y a quelques semaines, eh ben, ils ont tout simplement muré enseveli les endroits où a priori ils se trouvent, parce qu'on ne sait pas exactement où ils se trouvent. Ils ont été bombardés en juin dernier a priori. Est-ce qu'ils ont été retirés juste avant les bombardements ou pas? Là, il y a quand même une grosse inconnue. Ils ont donc enseveli les sites et ils les ont minés pour éviter toute difficulté. Donc, qui pourrait aller les chercher pour les diluer? Aujourd'hui, grosso modo, il y a que les Iraniens, mais avec une supervision qui sera extrêmement compliquée à mettre en place. Maintenant, de toute façon, ils vont pouvoir le faire sur plusieurs années. Ça va s'étaler sur des années et des années. Ce sera totalement incontrôlable. Et là, je rejoins Romuald. De toute façon, pour Trump, il faut qu'aujourd'hui, demain, dans une semaine ou 15 jours, il y ait un accord qui puisse sortir de ce bourbier. Et puis après, Bibi Netanyahou verra comment il peut gérer la situation, en fait. C'est un peu ça le point de vue du président américain. Dramatique, tout à fait, Xavier a tout à fait raison. Et ce qui est dramatique, c'est
une guerre, mais véritablement pour rien. On parle quand même d'une défaite politique et géostratégique de la part des États-Unis, qui symboliquement sera peut-être plus importante encore que celle en Afghanistan. Et le nucléaire, c'est ce qu'on nous disions tout à l'heure, va passer entre guillemets aux oubliettes. On va avoir des grands discours. Probablement Trump, lorsqu'il aura son papier, va clamer victoire, évidemment, et probablement même nous annoncer qu'on a gagné la guerre du Vietnam. Mais le nucléaire va être très vite oublié, et on sait très bien ce qui se passera. Les Iraniens reprendront leur programme progressivement. Elisabeth Shepard-Selam, en fait, vous répondez déjà à la question sur Trump capitule, point d'interrogation. Est-ce que là, on peut dire oui, non? Ou alors c'est un... J'allais dire, lui, il va l'habiller, comme vous le dites, d'un triomphe, et en fait, la capitulation sera elle aussi, d'une certaine manière, enrobée d'un sauvetage du président américain. Bon, deux choses. D'abord, il enrobe tout. Enfin, tout pour lui est une victoire. C'est magique. Tout est une victoire, même quand il fait faillite ou autre. Donc, faut se le rappeler. Je pense que pour répondre à la question, on va rappeler quand même les 4, on va dire, objectifs de cette guerre à la base. C'est toujours assez important. Aider le peuple iranien, on se souvient du poste au mois de janvier. Le balistique. Complètement oublié, hein. Pardon? Complètement oublié. J'en viens. Je vais dans votre sens. Donc, les balistiques, les proxys, donc, plus le nucléaire. Donc, on avait 4 points assez importants, y compris pour, non seulement Israël, mais pour toutes les pays du Golfe qui s'inquiètent aussi du balistique et des proxys. Et ne pas fermer le détroit d'Ormuz. Il avait un peu point annexe. 5e point qui est devenu, en fait, premier point, première priorité en réalité, et peut-être le seul qui va être résolu, alors qu'il n'était pas un problème avant cette guerre. Est-ce qu'il capitule? À partir du moment où, en réalité, rien, c'est un préaccord, comme on a déjà dit, que rien n'a été réglé, oui, en fait, on n'est pas dans un accord de paix, et je dirais, pour rebondir un peu sur ce qu'on disait Romain, c'est-à-dire que les États-Unis perdent en réalité, parce qu'en plus, ils perdent la confiance d'un certain nombre de leurs alliés aussi, qui se rendent compte que la protection américaine, quand les bombes, les missiles et les drones sont sur le Koweït, quand ils sont sur Bahreïn, quand ils sont sur les Émiratis, sans parler des Israéliens qui sont dans une désarroi totale aujourd'hui, en fait, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, moi je pense que effectivement, non seulement c'est une capitulation, mais c'est une véritable coup à la dissuasion américaine et aux alliés américains, alors que déjà avec les alliés européens, on avait beaucoup de questions. Regardez ce que disait un haut responsable il y a quelques heures de la Maison-Blanche à LCI, à notre correspondante parlant du nucléaire. Nous avons garanti dans l'accord que ce matériel serait détruit sur place puis retiré du territoire. S'il est détruit, pourquoi le retirer? Enfin, je sais pas. Question que vous posez, Xavier. Effectivement, ça. Non, mais j'en blague un tout petit peu, mais tout est comme ça dans la rhétorique américaine. On détruit le matériel. Alors, il n'est pas question qu'il soit détruit, il est question qu'il soit dilué. Comme vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure. L'idée, d'un point de vue technique, c'est de le ramener à 3,67. 3,67. Pourquoi? Parce que c'était ce qui était décidé dans le JCPOA de 2015, l'accord sur le nucléaire de Vienne. Le nucléaire civil, c'est entre 3 et 5%, pas 60%, ça c'est une évidence. Puis en plus, il y a des tonnes qui sont à plus de 20%, qui peuvent assez rapidement être montées à 60, puis 90 pour accéder à l'arme nucléaire. Qui va le retirer, ce matériel-là? Sous quelle pression on va le retirer? On a bien vu que la force de bombardement américaine, l'hyperpuissance américaine était en fait totalement impuissante. Et là, je rejoins Elisabeth, les États-Unis et Romuald vont perdre énormément dans cette affaire. Il y a les alliés qui se rendent compte qu'ils sont pas protégés, et puis il y a les ennemis qui sont en train de se dire, mais attendez, les États-Unis, finalement, est-ce que ce ne serait pas, j'en suis encore à la question, un colosse au pied d'argile? Est-ce que finalement, les bombardements à distance, qui sont typiques de la façon de faire la guerre des Américains, ce qui est un peu logique, puisqu'ils sont éloignés de tous les conflits auxquels ils participent. Le Canada va pas leur déclarer la guerre, et le Mexique, a priori, non plus. Ils n'ont pas de conflit sur leur sol. Mais est-ce que ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné en Afghanistan. Ça n'a pas fonctionné, au moins politiquement, en Irak, ça n'a pas fonctionné. Les Houthis, qui ont été largement bombardés aussi, on l'oublie ça, mais ils peuvent toujours agir. Alors ils ont été un peu amoindris. Mais l'Iran, pays de 90 millions d'habitants, 3 fois la France, finalement, on estime qu'il y a eu entre 3500 et 4000 morts, mais finalement, le pays s'en sort plutôt pas trop mal. Donc l'efficacité américaine est mise vraiment à rude épreuve, à tel point qu'on peut se demander si le pays est encore aujourd'hui la première puissance mondiale. On le verra dans quelques temps quand si la Chine arrive à profiter de cet espace ouvert par les Américains, mais on pourra peut-être dater la fin
du monopole américain sur le terme de superpuissance de cette guerre en Iran. Il est 17h sur LCI. Je vous rappelle cette information de l'après-midi de la soirée. L'Iran qui exclut toute signature avant 24 heures. Vous savez pourquoi, Julien ? Allez-y. Qu'est-ce qui se passe demain ? L'anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de 80 ans. Les 80 ans. Alors, il peut s'offrir un combat de MMA. Il aurait peut-être aimé le faire d'ailleurs avec Mojtaba Khamenei. Mais il s'offrira pas un accord. Mais il s'offrira pas un accord pour son anniversaire. Alors, on va aller justement. Ils ont fait un autre coup dans le même genre. En Iran, retrouver Siavosh Ghazi, le correspondant de France 24 et de RFI. Siavosh, que dit exactement Téhéran, j'allais dire, sur cette question du nucléaire ? En fait, il ne faut pas inverser les choses parce que jusque-là, les Américains demandaient que l'Iran envoie à l'étranger et même aux États-Unis les stocks d'uranium enrichi de l'Iran, notamment les fameux 450 kg, et aussi un arrêt total du programme nucléaire iranien, y compris l'enrichissement d'uranium. Donc maintenant, ils ont cédé face aux pressions, face à la position iranienne, puisque le ministre iranien des Affaires étrangères a clairement affirmé qu'il n'était pas question d'abandonner le programme nucléaire, l'enrichissement d'uranium, ou d'envoyer à l'étranger les stocks d'uranium enrichis de Téhéran, notamment les fameux 450 kg enrichis à 60%. Pour l'instant, cette question n'a pas été abordée et ne sera pas abordée dans cette phase. C'est-à-dire que durant ces 60 jours, une fois que cette phase sera terminée et que sera couronnée de succès, l'Iran parlera de cette question du nucléaire, et à ce moment-là, la position de Téhéran reste ferme, puisque sur la question des stocks d'uranium, le ministre iranien des Affaires étrangères a clairement affirmé que la seule chose que l'Iran pourrait éventuellement faire, c'est diluer les stocks d'uranium enrichi à 60% pour les ramener, alors on ne sait pas à combien, 20% ou 3,67%. Beaucoup disent qu'il ne faut pas descendre en dessous de 20% parce que ça représente un bouclier pour l'Iran. Si jamais il y a une nouvelle guerre lancée par Israël ou les États-Unis contre l'Iran pourrait donc avoir suffisamment d'armes entre les mains, en plus des missiles balistiques, pour y faire face. Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Bon, depuis une vingtaine de minutes que nous sommes ensemble dans ce grand dossier, on a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments. On va essayer de tout rassembler, de récapituler avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch, sur cet uranium. On a dit dilué, ce qui serait, en tout cas en mode conditionnel, dilué sur place en Iran, mais pour ensuite être sorti du pays, Rebecca, c'est ça ? Oui, l'idée serait en fait de neutraliser l'uranium enrichi iranien, donc en partie en le diluant, puis en le sortant du pays. Je précise que tout cela s'inscrit dans le cadre d'un accord. Si jamais un accord est passé dans un scénario de paix, c'est important. Mais oui, cela veut dire que les Américains iraient donc sur le sol iranien avec un consentement de Téhéran. Et dans cette hypothèse, cela pose immédiatement cette question: qui pour aller le chercher? Qui, précisément, pourrait aller chercher l'uranium s'il faut le sortir? Eh bien, il s'agirait d'équipes spécialisées du département de l'énergie qui pourraient intervenir conjointement avec le département de la guerre, avec les militaires américains. Et il s'agirait donc d'une intervention main dans la main pour pénétrer en Iran, pour localiser, pour sécuriser et pour éliminer les stocks d'uranium enrichi. CBS, le média américain, cite notamment le NEST, le Nuclear Emergency Support Team, le centre des incidents et des urgences. Sa spécialité au NEST, eh bien, c'est de retrouver, d'identifier et de manipuler des matières nucléaires sensibles. Et ces experts pourraient aussi être accompagnés de forces spéciales américaines chargées de sécuriser les accès et d'ouvrir les itinéraires pour protéger les équipes nucléaires qui sont sur le terrain. On parle donc d'une opération extrêmement technique. Les médias américains précisent aussi que cela imposerait un déploiement additionnel dans la région au Moyen-Orient, de troupes supplémentaires qui seraient déployées dans plusieurs pays de la région pour sécuriser l'opération si ça dégénère. Alors Rebecca, même dans le cadre, d'un accord de paix, ça ne va pas être facile d'atteindre cet uranium, car on nous le dit, le chemin est piégé. Effectivement, selon CNN, les Iraniens auraient pris des mesures pour compliquer l'accès à certains stocks ces dernières semaines. Par exemple, des tunnels auraient été condamnés, certaines entrées auraient été volontairement obstruées et des zones auraient été minés. Donc leur objectif, eh bien on a compris, c'est d'empêcher un commando américain de pénétrer dans les stocks ou au minimum la ralentir considérablement. Reste une inconnue majeure à ce stade. Dans quelles conditions exactes l'Iran accepterait, pourrait ouvrir cet accès? Toujours dans le cadre d'un accord, car même si un accord est passé, Washington exigera probablement des garanties très solides
pour sécuriser les équipes qui seront sur le terrain. Merci Rebecca. Général, je vous voyais en écoutant Rebecca et en regardant ces images, à la fois sourire, à la fois faire non. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est crédible ou pas, des forces spécialisées avec des personnes qui viennent, comme nous le disait Rebecca, du département de l'énergie, par exemple, additionnées avec des forces spéciales américaines pour aller chercher à repartir avec cet uranium ? Alors, est-ce qu'on imagine l'Iran aujourd'hui accepter la présence de troupes américaines sur son sol ? Voilà, c'est le scénario que nous relate la presse américaine. Voilà, mais on n'est pas... c'est le rêve éveillé de Trump. On n'est pas exempt, comme d'habitude, d'une certaine fragilité dans la conception stratégique de cette opération. Je m'explique, et je rebondis sur les propos extrêmement justes qui ont été tenus tout de suite. En fait, les Américains, au travers de leur guerre technologique à distance, en fait, ils essayent de prolonger leur propre raisonnement sur l'adversaire. Sauf que l'adversaire, il fait ce qu'il veut et il a des cartes entre les mains. Et l'Iran a plusieurs cartes entre les mains. Pour ça que je ne sais pas s'il s'agit d'une capitulation, mais en tout cas, pour l'instant, c'est une impasse. Il a d'abord le nucléaire et personne n'imagine aller chercher de vive force les bidons qui sont en effet en sous-sol, piégés, etc., et point qu'il faut pas oublier, qui sont répartis à des endroits où on ne sait pas. On imagine multiplier des opérations par 5, 10, 15, c'est hors de portée. Donc le nucléaire, ils ont la main dessus. Le détroit d'Ormuz, ils ont la main dessus. Les proxys, personne n'imagine qu'ils vont abandonner ni le Hezbollah ni les Houthis. Et enfin, les Iraniens ont réussi assez facilement quand même cet exploit de lier ces accords à la situation aussi au Proche-Orient et notamment au Liban. Donc, que les Américains aient une forme de rationalité autour de leur guerre technologique, c'est un fait. Sauf que prolonger sa rationalité sur son adversaire, eh bien, parfois ça marche, mais assez rarement. Alors, on va aller dans un instant dans le détroit d'Ormuz, mais restons encore quelques minutes sur justement ce nucléaire. Et quand on parle de chemin piégé, de chemin miné, concrètement, qu'on s'imagine, c'est quoi, Xavier ? C'est très très simple. Les 440 kilos d'uranium, autant qu'on le sache, sont enfouis sous des montagnes, dans des sites, alors entre Fordo, Natanz, Ispahan, on a beaucoup, des sites qui ont été bombardés par les Israéliens d'abord et puis les Américains ensuite avec les fameux GBU 57. Donc, sauf si les Iraniens les ont enlevés avant les bombardements. Et là, il y a un énorme... on a vu des camions. On a vu des camions et finalement, 440 kilos d'uranium enrichi, c'est dans des fûts. C'est pas très difficile à manipuler. Les risques sont très très faibles. Il y a par exemple pas de risque radioactif. Ne plus être sur les sites qui ont été identifiés il y a encore quelques mois. Les services le savent peut-être, américains, israéliens ou autres. Nous, journalistes, n'en savons rien et c'est très difficile d'avoir évidemment cette information. Donc ça, c'est le premier point important. Ensuite, effectivement, on a ces informations de CNN qui nous indiquent que les entrées ont été bouchées. Alors bouchées tout simplement au bulldozer, ils ont remis de la terre dessus et que les accès ont été minés. Donc là, l'opération Commando, qui était déjà quasi impossible d'après la plupart des militaires qu'on peut rencontrer sur ce plateau ou ailleurs, devient totalement infaisable, irréaliste. Donc, il n'y a que avec un accord qu'on peut arriver à faire quelque chose. Mais ça, c'est vrai depuis le début. Le JCPOA, on a commencé à le négocier entre l'Iran, la France, les Britanniques et l'Allemagne, je n'oublie personne, en 2003. Il a fallu 12 ans pour arriver à un résultat. Monsieur Trump arrive au pouvoir, il prend le papier, il le déchire et il dit « Moi, je vais faire un deal beaucoup mieux parce que je suis beaucoup plus fort que tout le monde. » Le deal, il est là. Voilà, il est sur cette image, les montagnes de Natanz, et dessous, il y a les 440 kilos que personne ne peut aller chercher, sauf les Iraniens. Juste pour rajouter quelque chose à ce que disait Xavier, on sait probablement aussi qu'ils ont séparé. Sans doute, oui. Sans doute. Ce qui veut dire que c'est pas simplement une opération, c'est plusieurs. Et ça, c'est pour ça que je citais 3 sites, parce que en plus, on n'en sait pas beaucoup plus. En quelques secondes, Romuald. En quelques secondes, l'ironie de la chose, c'est que de toute façon, pour mettre tout ça au point, ou un suivi qui n'aura pas lieu, mais sur le nucléaire iranien, il faudrait que Trump ait recours à l'AIEA et au système multilatéral que cette administration s'est plus à enterrer une bonne fois pour toutes. Allez, on va juste conclure. Non, j'ai pas le temps, Xavier, parce que je vais vous faire écouter. C'est l'invité exceptionnel de Margot Haddad hier soir. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il va conclure notre première partie de discussion. Un accord, ça ne suffira pas. Cet accord sur le nucléaire ne suffira pas, puisque je le disais, d'autres préoccupations majeures doivent être traitées, et ce sont désormais des préoccupations majeures
pour les pays du Golfe également, l'arsenal de missiles de l'Iran, mais aussi son soutien à des groupes terroristes. Donc vous souhaitez que le balistique, par exemple, fasse partie de cet accord ? Qu'il soit traité d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez une négociation qui va s'engager sur le programme nucléaire, pour en avoir une autre qui s'engage sur le programme de missiles. Les choses ne sont pas encore tout à fait fixées, puisque pour l'instant, on en est à négocier un accord de cessez-le-feu, de cessation des hostilités, d'ouverture d'Ormuz, permettant 60 jours de négociation. Voilà, Jean-Noël Barrot. Xavier, en un mot, vous m'avez glissé un chiffre qui me semble hallucinant. Oui, c'est un détail technique, mais qui a son importance. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand on dilue 440 tonnes d'uranium enrichi à 60% pour arriver à 3%, entre 3 et 5, on a à la fin 9 tonnes. D'accord. Donc c'est une difficulté technique supplémentaire pour les extraire du territoire. Et pour les sortir, effectivement. Après le nucléaire, l'autre sujet, l'autre point de divergence, je vous le citais tout à l'heure, vous en parliez, c'est le fameux détroit d'Ormuz, c'est dans la suite du grand dossier Week-end sur LCI. À tout de suite. La suite de votre grand dossier Week-end sur LCI est dans l'actualité de ce samedi. Tout d'abord, Donald Trump qui dînera mercredi au château de Versailles, annonce faite par la Maison-Blanche auprès de LCI. Et ce n'est pas anodin car c'est à Versailles en 1783 que le traité marquant, entérinant l'indépendance des États-Unis a été signé. Washington qui annonce également un rendez-vous de travail entre le président américain et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, fixé à mardi. Vous le savez, car lundi débute le G7 à Évian. Dans l'affaire Patrick Bruel, de nouvelles plaintes viennent d'être déposées contre le chanteur pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. Patrick Bruel a été mis en examen mercredi pour des faits similaires et placé sous contrôle judiciaire. Enfin, le thermomètre va encore grimper dans les prochains jours en France, d'ailleurs dès ce week-end, jusqu'à plus 12 degrés, oui, au-dessus des normales de saison dans certains départements. Dans le sud-ouest, on va attendre des pointes jusqu'à 38 degrés, notamment sur le Languedoc. Chose promise, chose due, on va aller dans quelques instants dans le détroit d'Ormuz. Vous savez que c'est l'un des autres points de divergence entre Téhéran et Washington. Réouverture ou pas réouverture du détroit d'Ormuz, droit de passage, péage, simple frais pour la circulation. On peut se poser la question, est-ce que les deux parties, États-Unis et Iran, parlent d'un même accord et parlent-elles d'une certaine manière le même langage? Écoutez le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. La souveraineté appartient bien sûr à l'Iran et à Oman. Personne ne peut contester la souveraineté de l'Iran sur ce détroit, bien sûr, avec Oman. Mais en ce qui concerne la gestion de ce détroit, la gestion du transit à travers celui-ci, elle ne sera certainement pas comme par le passé. Et nous avons eu des consultations très étroites à ce sujet avec nos amis d'Oman. Ils sont nos principaux partenaires dans ce dossier. Et nous sommes parvenus à de bons résultats. Et pour décrypter ce qui est en train de se passer, bien évidemment, mes quatre experts avec moi, sans mauvaise liaison, ça serait bien. Mes quatre experts, et j'en attends un cinquième avec nous. Bonjour François Morizur, vous êtes ancien capitaine de frégate commando de marine, expert en sécurité maritime. François Morizur, ça m'intéressait d'avoir votre analyse, car on pose tout de suite la question, c'est comment on peut arriver à gérer d'une certaine manière le détroit d'Ormuz dans les heures, les jours et les mois qui viennent. Bonsoir monsieur. La situation sur Ormuz, pour vous, j'ai envie de l'aborder par la difficulté qu'a chaque partie pour contrôler en fait le détroit. Si on prend l'Iran est aveugle, c'est-à-dire que vous avez remarqué que les frappes aériennes qui ont été portées là, il y a quelques jours, c'était sur les centres de communication et les tours radars. Donc les Iraniens ne voient que ce que l'œil voit, entre guillemets. Bon, ils ont trouvé des parades pour ça. Ils utilisent les flottes de pêche iraniennes qui leur donnent du renseignement, et ils ont également les petites îles du Nord, c'est-à-dire Ormuz et Larak, pardon. Et ils ont également probablement 2 ou 3 navires mouillés actuellement dans le détroit d'Ormuz, à la partie nord. Vous avez 2 navires qui sont au mouillage, et qui leur servent probablement de centre de contrôle maritime annexe, entre guillemets. Donc pour eux, c'est difficile de savoir ce qu'il se passe sur la totalité du détroit.
Si on prend la partie américaine, ils savent ce qui se passe, parce qu'ils ont des moyens aériens, satellites, drones. Par contre, leur problème, c'est d'y aller. Donc, on est passé de l'opération du blocage américain avec des envois de destroyers qui a été assez tendu, à des escortes, entre guillemets, par moyen aérien, Apache. Et ça a été assez compliqué également. Vous avez vu ce qui s'est passé pour l'Apache il y a 2-3 jours. Donc en fait, chaque partie a des contraintes techniques et de renseignement. François Morizur, concrètement aujourd'hui, c'est peut-être une question naïve et de béotien, mais qui a la main dans le détroit d'Ormuz ? Pour moi, c'est les Iraniens. C'est-à-dire que la mission la plus facile, c'est de bloquer. Il suffit il y a un navire qui a été tapé hier, le Boshen Marengo, qui a été tapé hier, missile a priori. C'est relativement facile. Vous envoyez des gunboats avec une ou deux roquettes. Vous renvoyez en l'air des histoires d'engins de mine et les bateaux de commerce ne passeront pas. Ouvrir, c'est beaucoup plus compliqué. François Morizur, restez juste avec nous. On va justement se rendre dans le détroit d'Ormuz, ou pas très loin en tout cas. C'est Nivin Potros et Thibaut Bruck qui sont l'une de nos équipes, les envoyés spéciaux. Ils sont au Qatar, à Doha. En tout cas, ils peuvent nous en parler de ce détroit d'Ormuz. Nivin, on a appris que cette nuit, bien des drones iraniens avaient été interceptés par les États-Unis. J'en conclus, et selon les informations qu'on a depuis plusieurs jours, on voit les tensions, elles persistent dans le détroit. Oui, la situation, elle reste très instable en réalité dans le détroit d'Ormuz. Vous l'avez dit, cette nuit encore, les Américains ont expliqué avoir abattu plusieurs drones d'attaque iraniens qui tentaient de s'en prendre à des navires commerciaux qui traversaient le détroit, qui tentaient plutôt de traverser le détroit d'Ormuz. Et cette situation, c'est très important, elle se répète depuis le début de la semaine, car chaque nuit ou presque, des bateaux tentent la traversée en éteignant tout simplement leur transpondeur. Ils sont immédiatement pris en chasse par l'armée iranienne, qui est elle-même dans la foulée attaquée par les Américains. Si on résume assez trivialement, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, chaque belligérant tentant à sa manière d'asseoir son autorité sur ce corridor maritime. On l'a compris, les tensions elles ne s'affaiblissent pas. Le trafic, lui, en revanche, il s'amincit. On l'a encore vu ces derniers jours, puisque selon les données disponibles par Marine, divulguées par Marine Trafic, seulement 4 navires commerciaux qui étaient d'ailleurs affiliés à l'Iran ont pu traverser le détroit mardi. Aucun mercredi, 3 jeudi, 2 seulement ces 24 dernières heures. En fait, les transporteurs, ils ont compris que pour l'heure, ni les Iraniens, ni les Américains contrôlaient en réalité totalement le détroit d'Ormuz. Ils ont aussi compris évidemment qu'il était urgent attendre un accord peut-être ces prochaines heures, attendre aussi un retour au calme dans la zone, car pour l'heure, vous l'avez compris, les frappes continuent toujours et encore dans ce détroit d'Ormuz. Nivin Potros et Thibaut Bruck depuis le Qatar. Merci à tous les deux. Xavier, je repose ma question. Est-ce que les deux parties, Washington et Téhéran, parlent d'un même accord, ou est-ce qu'on est là aussi, comme c'était le cas pour le nucléaire, face à deux parties, deux entités qui ne parlent pas le même langage ou pas les mêmes mots? Ils ne parlent pas le même langage, ça c'est une certitude. Il y a 2 accords, il faut bien voir les choses comme ça. Il y a une synthèse à faire entre ces 2 accords, et c'est toute la difficulté des jours qui vont venir. À propos du détroit d'Ormuz, le langage se rapproche. Les deux parlent de réouverture du détroit d'Ormuz. Les Iraniens ajoutent « sous les conditions de l'Iran ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire péage. Il n'y a aucun problème là-dessus. A priori, on peut imaginer aujourd'hui qu'un péage sera mis en place dans le détroit d'Ormuz. Ça paraît être évident. Il s'est passé un incident hier soir aux alentours de 22h30. Là, exactement, voilà, à peu près à l'endroit qu'on voit là, qui s'appelle la péninsule de Mouzandam. Ouais. C'est une exclave omanaise où j'ai passé plus d'un mois, plusieurs reprises, entre janvier, février et mars, où j'ai pu voir exactement ce qui se passait sur l'eau. C'est un peu ma passion aussi. Hier soir, dans l'est de la péninsule de Mouzandam, quasiment au ras de la côte, un pétrolier a
été touché par, a priori, un missile ou un drone. Il faut savoir que juste de l'autre côté iranien, vous avez un port que très peu de gens connaissent, qui s'appelle Sirik. Sirik est un port des gardiens de la Révolution qui est monté en puissance ces 4-5 dernières années. Il est quasiment sur la sortie du détroit d'Ormuz, il est extrêmement bien situé pour aller frapper des navires qui braveraient en quelque sorte l'interdiction iranienne. Sachant par exemple que Bandar Abbas est beaucoup plus au nord, et en plus devant Bandar Abbas, il y a des îles. Ce que nous disait notre interlocuteur tout à l'heure est extrêmement intéressant. Comment les Iraniens contrôlent le détroit ? Eh ben, c'est très très simple en fait. Moi je l'ai vu ça. Ils ont des multitudes de vedettes qui font de la contrebande entre la péninsule de Moussandam, dont je vous parlais à l'instant, et l'Iran. Mais ça existe depuis des millénaires. Ils ont des bateaux de pêche qui sillonnent le détroit dans tous les sens. De temps en temps, pas tous, hein. Moi, j'ai vu les bateaux. Certains ont des radars qu'on met, que mettent les pêcheurs, mais amateurs, hein, sur leurs vedettes à Granville, à Brest ou à la Trinité-sur-Mer. Ces radars ont une portée de 20 à 40 000 nautiques. Ça nous fait environ entre 37, 38 et 74 kilomètres. Le détroit, c'est à peine 50 kilomètres. Ouais. Donc, avec une multitude de petits bateaux qui sillonnent la zone, une radio VHF toute bête que tout le monde peut avoir, pour peu qu'elle porte, elle peut porter de bateau à bateau et transmettre l'information soit à Sirik, soit à Bandar Abbas. Ils sont très très organisés, les Iraniens. Donc ils n'ont plus de radar comme les Américains, ils n'ont pas d'avion évidemment, ils n'ont pas d'AWACS, hein, mais ils ont ce système de surveillance que moi j'assimile à ce que fait le Hezbollah, par exemple, dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Hezbollah surveille la banlieue sud de Beyrouth avec des jeunes garçons qui sont sur des scooters. Ils sont 2 par scooter, ils passent leur temps à sillonner la banlieue et ils savent tout ce qui se passe. Et si jamais il y a un espion israélien qui vient soit désigner une cible ou alors faire des repérages, ils le savent tout de suite. Elisabeth, regardez ce tweet de Gérard Haraud. Vous savez, Gérard Haraud, c'est l'ancien ambassadeur, il est régulièrement invité sur nos plateaux. Regardez ce que disait Gérard Haraud. Si ce texte était Texas, ce ne serait pas une victoire, mais un triomphe de l'Iran. Je ne peux y croire. Et je vais continuer, parce que c'était votre réponse tout à l'heure en disant oui, capitulation d'une certaine manière de Donald Trump. Et sous-jacent, est-ce que le péage est inéluctable ? Alors, pour répondre peut-être à la première question, alors je suis rarement d'accord avec Gérard Haraud, mais là, pour le coup, oui. Là, pour le coup, je crois que c'est un premier. J'ai du mal à y croire aussi, justement, parce que cette question du péage, par exemple, qui ne concerne pas enfin, ça concerne tout le monde, en fait, mais ça concerne surtout les pays autour, que, pour le coup, Donald Trump dit avoir consulté tout de même et concerté avec eux. J'ai un peu du mal, peut-être pas des Omanais, parce que les Iraniens auraient dit c'est à nous et aux Omanais de contrôler. Mais les Omanais comptent bien toucher. Donc, ça rapporterait quand même 50 millions par jour, la plaisanterie. Mais justement, pour les autres parties, des autres acteurs de la région, ça risque d'être problématique, et surtout pour toutes les armateurs du monde. Le Qatar est d'accord. Le Qatar, dans un premier temps. Dans un premier temps. Mais tous les armateurs, y compris les Européens, les pays asiatiques. Entre 0,5 et 1% du coût du prix des marchandises transportées. Et il y a beaucoup d'armateurs qui disent, finalement, c'est à peu près acceptable. François Maurice Jure, vous êtes toujours très grave, d'ailleurs. Avec nous. J'avais une question qui me taraudait, c'est est-ce qu'on pourrait revenir à une situation d'avant-guerre dans le détroit d'Ormuz ? Je rappelle, selon les chiffres que j'ai consultés, que c'est 3000 navires à peu près qui circulaient chaque mois. Les pays du Golfe et les pays du Golfe surtout se sont organisés pour réduire de fait le trafic maritime par Hormuz comme il était bloqué. C'est-à-dire, actuellement, vous avez des gros débouchés par Yanbu où l'export a été multiplié par 6 et vous avez énormément d'exports par le nord, par la mer Caspienne. Donc, et ça va être une zone qui va rester compliquée. Donc, je pense que la référence des 3000 bateaux qui naviguent tous les mois, il faut l'abandonner pour quelque chose de plus réduit. Ensuite, ça va dépendre de l'organisation qui va être mise en place. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple de ce qui s'est passé hier soir. Le navire là qui a été tapé, donc le Bochem Marengo, c'est un tanker qui naviguait par le sud, le long de la côte Oman, sous protection américaine, et il se fait taper. Mettez-vous à la place d'un capitaine qui doit faire son choix. À votre avis, qu'est-ce qu'il va prendre comme solution ?
Allez-y, réponse. Le capitaine, l'assureur, l'armateur. C'est Xavier Giacomoni qui répond. Mais oui, il va a priori, c'est quelque chose de dramatique parce que c'est le droit de naviguer en liberté et de commercer en liberté sur toutes les mers du monde qui est remis en cause. Mais l'armateur, il va finir par payer. Il y a déjà des armateurs ou des pétroliers qui ont dit de manière un peu spontanée, je ne sais pas s'ils le regrettent aujourd'hui, qu'ils pourraient payer le racket, la dîme. Le prix du péage aux Iraniens, parce que finalement, ça coûte moins cher que d'avoir des pétroliers qui ne naviguent pas, qui sont bloqués dans le golfe Persique, et de pouvoir sortir 20% du pétrole, du gaz naturel du Golfe. Vous convient, François Morizur? Oui, c'est ça. En fait, il y a un référentiel coût mondial, entre guillemets, c'est-à-dire que quand le baril est à 110, tout le monde est impacté avec des sommes folles. Si le deal, c'est de ramener un baril à 75 ou 80 et puis que les armateurs payent, et rebalancera ça sur les clients finaux ensuite, en fait, le monde général, il gagne, en fait. Vis-à-vis de la morale, c'est moyen, mais lorsqu'on est pragmatique, il faut être pragmatique dans la vie. Romuald Siura, là, on voit finalement, après tout ce qu'on s'est dit, Trump s'est créé un problème qui n'existait pas avant. Bien évidemment. Mais au-delà d'un problème qui n'existait pas, le détroit d'Ormuz, cette guerre absolument inutile, c'est ce que nous disions précédemment. Oui, il va y avoir un péage, bien évidemment. Ce que nous disions précédemment, c'est la parole des États-Unis qui est démonétisée sur la scène internationale. Cette défaite sera beaucoup plus importante sur le plan symbolique, une fois encore, que l'Afghanistan, voire peut-être même que le Vietnam. C'est tout l'ordre international qui a été modifié depuis un an. Les États-Unis sont isolés comme ils ne l'ont jamais été depuis plus d'un siècle. Regardez, les menaces contre le Canada. J'enseigne à l'Université du Québec, j'y suis tous les mois. Je peux vous dire que les Canadiens prennent très au sérieux les menaces américaines. Le Canada se tourne vers l'Europe. L'Europe, pour le business, se tourne vers l'Asie. Les pays du Golfe ont maintenant bien compris que les États-Unis ne seront pas toujours là pour les protéger. Ils regardent vers d'autres partenaires. Les pays africains délaissés par l'aide au développement regardent également vers la Chine et la Russie. C'est la cerise sur le gâteau, ce qui vient de se passer, c'est la signature sur ce document qui stipule que les États-Unis aujourd'hui n'ont plus l'influence qu'ils ont pu avoir. Et je me permets juste de conclure. Le plus navrant encore, c'est qu'aujourd'hui, le pôle de stabilité sur la scène mondiale, c'est la Chine. Général Abré. Moi, j'ai quand même le sentiment, en partageant tout à fait ce propos, que de toute façon, sur Hormuz, les Iraniens, comme sur d'autres sujets, sur le sujet du nucléaire, n'iront pas à la table des négociations sans avoir des éléments tangibles pour démontrer à leur opinion publique, c'est quand même un régime qui impose des conditions extrêmement dures à la population, montrer à l'opinion publique que ce conflit devait être mené vis-à-vis à la fois des États-Unis et d'Israël. Donc, on peut imaginer que ce péage, et puis ce péage qui peut être étendu à d'autres pays, eh bien, c'est une forme de contrepartie qui permettra, en tout cas à l'Iran, de garder la tête haute sur ce sujet. Et puis de financer les coûts sociaux qui sont actuellement dramatiques de par l'inflation, la hausse du niveau de vie, et de désamorcer la bombe sociale, enfin la possibilité d'émeutes telles qu'on les a vues en janvier. Alors ces émeutes, elles peuvent être réprimées. Le mieux pour les gardiens de la Révolution, c'est qu'elles n'aient pas lieu en faisant baisser, alors là c'est pragmatique, hein, le prix du pain tout simplement, que les Iraniens puissent manger. Le péage, le calcul que j'ai fait sur $500 000 multiplié par 100 bateaux par jour, au lieu de 150, hein, j'ai tout baissé. J'ai mis à 500 000 plutôt qu'entre 1 et 2 millions pour s'adapter à la taille de tous les bateaux. J'ai moyenné. Ça rapporterait quand même 18 milliards par an. Même si les Iraniens partagent moitié-moitié ou 2 tiers, 1 tiers avec les Omanais, ce qui pourrait très bien se produire, puisque vous avez les eaux territoriales iraniennes qui arrivent sur les eaux territoriales omanaises. Il n'y a pas d'eau internationale entre les deux, donc il va y avoir une répartition entre les deux pays. Les deux pays sont, quoi qu'on en pense, extrêmement proches finalement, culturellement et dans leurs échanges commerciaux. Donc ça peut faire une manne qui peut aider la République islamique d'Iran, cet État terroriste, à subvenir à ses moyens un certain temps. Elisabeth ? Juste pour rappel, on parle de 20% du pétrole, entre 20 et 25% du gaz naturel, 30% des engrais dans le monde, sans parler du hélium et d'autres choses. Donc il y a un besoin de ces... C'est une catastrophe économique. C'est une catastrophe économique. Je prends l'exemple, on en parlait avec Xavier, du Bab el-Mandeb, donc de l'autre côté.
30% ont été détournés depuis les problèmes dans le détroit. Donc ces détroits sont vraiment des problèmes économiques. Ils sont toujours détournés aujourd'hui. Ils sont toujours détournés aujourd'hui. Elisabeth, est-ce que ça voudrait dire, vu, j'allais dire le bazar, j'emploie un terme, mais qui se passe autour de ce détroit d'Ormuz, que on ne peut pas compter sur une baisse du prix des carburants, que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis, où là aussi on a vu que ça avait beaucoup grimpé. Si. Si jamais il y a un vrai cessez-le-feu, des négociations, un pseudo-accord, puisqu'on sait très bien qu'on n'aboutira pas à un vrai accord, on va aboutir à un accord Canada Dry, qui sera bien pire que le JCPOA, ça aura le goût d'un accord, ça aura l'odeur d'un accord, mais ce sera pas un accord, ça servira pas à grand-chose pour réduire les prétentions nucléaires de l'Iran. On aura une baisse des prix du pétrole à partir du moment, dans quelques mois, plutôt à la fin de l'année, où les tankers pourront circuler en payant la taxe. Là, vous avez un enchérissement de 0,5 à 1% pour chaque compagnie, pour chaque bateau. J'ai fait le calcul en France. Pour un gasoil à 2 euros, on le paierait 2,02 €. 2 centimes de plus le coût du péage. Bon, si les prix descendent, c'est quelque chose qu'on peut tous absorber, en fait. Bon, vous ne vous séparez jamais de votre calculette, a priori, Xavier. Ouais, elle sert beaucoup en ce moment. Elle sert beaucoup. François Morizur, merci beaucoup. Juste un petit mot avant que vous partiez. Est-ce que vous êtes plutôt, j'allais dire, dans une situation, dans un état d'esprit optimiste ou plutôt pessimiste concernant ce détroit d'Ormuz et une sortie ou en tout cas un rétablissement de cette circulation et des échanges qui peuvent avoir lieu? Je voulais vous rajouter juste un point qui est important, c'est on assiste actuellement à une augmentation très forte des ship-to-ship. En fait, les ship-to-ship, c'est du transfert de carburant d'un bateau vers un autre. C'est-à-dire que on imagine que du carburant qui vient d'Iran dans un port iranien transfère son carburant, le pétrole, dans un autre bateau qui vient d'un port qatari. Ce bateau-là, ce pétrole iranien est en partie démarqué, en fait. Donc, c'est compliqué de suivre les cargaisons. Ensuite, pour revenir à la question, à court terme, comme on est rentré dans un cycle de négociation, je pense que on va voir une augmentation des incidents dans l'Iran va vouloir montrer qu'ils sont les maîtres. Donc, on risque dans la semaine à venir avoir 2 ou 3 bateaux qui seraient tapés par les Iraniens pour bien montrer qu'ils ont la main sur le détroit. Ensuite, à plus long terme, toutes les parties ont intérêt à ce que ce soit ouvert. Donc, il faut juste que ça se stabilise et puis qu'on reparte. Merci beaucoup, c'était très intéressant, vos explications intéressantes, passionnantes, François Morizur, sur le détroit d'Ormuz. Autre acteur de cette guerre et de cet accord, Israël. Benyamin Netanyahou, quel rôle, quelle place a-t-il aujourd'hui, alors que l'Israël a de nouveau frappé le sud-Liban ces dernières heures? Il y avait eu un avis d'évacuation de l'armée de l'État hébreu concernant une vingtaine de localités de la région, notamment la ville de Nabatie, dont on parle régulièrement. Aujourd'hui, Romuald, puis Elisabeth pour commencer, Benyamin Netanyahou, il se sent comment par rapport à Donald Trump? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore, alliés, ou ils se sont un peu mis sur la touche? Ils sont évidemment alliés, mais ils se sont lâchés. Voyons les choses telles qu'elles sont. Les États-Unis sont en train de lâcher Israël. Et où je m'inquiète sur l'État hébreu, c'est que cela perdurera après Trump. Alors attention, si demain Israël fait face à une attaque frontale très sévère, l'Amérique sera là. Mais aujourd'hui, Donald Trump considère Netanyahou comme le caillou dans sa chaussure sur le chemin de cet accord avec l'Iran. Et effectivement, est en train de le lâcher, et sans remords, et cela pour 3 raisons. Premièrement, Trump en a marre d'être moqué tous les soirs à la télévision américaine comme la marionnette de Netanyahou. Tous les soirs, dans tous les late shows, on se moque de Trump. Deuxièmement, et ça joue dans la psycho de Trump, c'est-à-dire que Netanyahou va devoir faire face à des élections qu'il va perdre, très probablement, se retrouver devant les tribunaux, peut-être, en prison. Et Trump n'aime pas trop être associé à ce qu'il considère être un loser. Et troisième point le plus important, Israël n'a jamais été aussi impopulaire auprès de l'opinion américaine, l'opinion en général, mais aussi la communauté juive. Donc Trump n'a aucun remords à lâcher le caillou dans sa chaussure. Elisabeth? Alors effectivement, Israël n'est pas populaire dans l'opinion publique américaine, enfin dans la communauté juive, je serais moins catégorique. Par contre, ce qui est Netanyahou, pardon, pas Israël. Non, Netanyahou, pas Israël. Voilà. C'est pas la même chose. Donc très important en Israël.
un sens de déception, à la fois avec Trump, alors qu'il était très populaire, on voyait les bannières à Tel Aviv et ailleurs dans son honneur, et pour le coup Netanyahou, qui à la fois ne peut pas sécuriser cette question de l'Iran, mais n'arrive pas non plus à sécuriser le frontière avec le Liban. On est dans une année électorale. D'ici le 27 octobre, si c'est pas au mois de septembre, on aura des élections. Et toute l'opposition, toutes les autres, notamment Eisenkot, mais aussi Lieberman, sont en train de profiter de cette situation pour l'attaquer sur ces questions-là. Aujourd'hui, effectivement, il reste allié, mais il le dit lui-même en quelque sorte, il va falloir que le pays devienne beaucoup plus autonome niveau stratégique et que s'il va falloir peut-être aller seul à long terme contre l'Iran parce que cet accord n'est pas un bon accord pour Israël. Alors, ce qui pose la question bien évidemment de la capacité de le faire. Bien sûr, et vous avez parlé de ces, deux fronts, à la fois l'Iran pour Israël et le Hezbollah dans le sud Liban. Xavier, est-ce que Israël pourra, s'il y a, un accord, continuer à frapper le Hezbollah, et imaginons que l'Iran continue d'armer le Hezbollah. Ça se passe quoi là? On lit quel accord? On lit l'accord américain ou on lit l'accord iranien? L'accord iranien, il est très très clair. Les deux guerres sont totalement liées. Le Hezbollah est un proxy de l'Iran et ça s'est renforcé ces dernières années, notamment depuis le 7 octobre. C'est devenu presque une armée auxiliaire de l'Iran pour attaquer Israël sur le front nord. Il n'est pas question, à l'heure où je vous parle, pour l'Iran, de lâcher le Hezbollah. Donc il faudra un cessez-le-feu, mais un vrai cessez-le-feu effectif au Liban, pour que l'Iran signe un accord avec les États-Unis, ce qui évidemment va poser d'énormes problèmes à Benyamin Netanyahou et à son gouvernement, parce qu'il ne pourra pas continuer sa guerre. Et d'ailleurs, quand on voit que les Israéliens sont dans les faubourgs de la ville de Nabatie, qui est au nord du sud Liban, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je connais très très bien cette ville, j'y étais encore il y a 3 semaines, qui est une ville qui est en dehors de ce qu'on appelle la zone rouge, où opère en théorie l'armée israélienne. C'est-à-dire que c'est au nord du fleuve Litani. Là, je crois que maintenant on comprend bien cette limite géographique par ce fleuve imposé par les opérations israéliennes. On voit bien que l'armée israélienne, sous le commandement de Benyamin Netanyahou, met les chevaux à toute vapeur pour essayer de prendre le maximum de terrain dans un premier temps, de trouver le maximum de caches d'armes, trouver le maximum de caches d'où sont lancés des missiles ou des roquettes sur le nord d'Israël, avant qu'elle soit contrainte de revenir peu à peu sur ses positions. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais a priori, on ne voit pas aujourd'hui comment les Iraniens pourraient lâcher le Hezbollah. Xavier, général, là vous étiez effectivement, c'était intéressant sur ce sud Liban, sur le Hezbollah, ce qu'il en était. Si je reviens à l'autre volet du nucléaire, par exemple iranien, général, est-ce que si Israël est seul, est-ce qu'elle peut détruire seule, est-ce que le pays peut détruire seul le nucléaire iranien, ou il aurait besoin de façon indispensable de son allié américain? En fait, il ne peut pas le faire seul, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il n'en a pas les moyens militaires. Ça commence au-delà des capacités de renseignement qui ont fait leurs preuves. Ils n'en ont pas les moyens militaires. Et puis, ça isolerait complètement Israël dans un environnement qui ne lui est quand même pas très très favorable. Au moins, l'avantage de mener une opération avec les États-Unis, c'est qu'on pouvait raccrocher au wagon un certain nombre d'États du Golfe. Là, ça ne serait plus le cas. Et encore une fois, un coup de maître des Iraniens, c'est d'avoir lié, comme l'a dit Xavier très justement, les 2 opérations. Et puis, autant l'opération israélienne était très populaire lorsqu'il s'agissait de défendre l'État d'Israël face aux frappes du Hezbollah, mais là, petit à petit, on revient sur une opération qui ressemble quand même assez furieusement à Paix en Galilée, en 1982, qui a abouti à la mise en place d'une zone de sécurité entre le Litani et la frontière israélienne, qui était une zone d'occupation. Donc aujourd'hui, je rappelle quand même que Israël est déployé sur une partie d'un État souverain qui s'appelle le Liban. Et à l'époque, avec une milice supplétive qui vraiment apportait un soutien très important à Israël du Liban avec Sud. Oui, absolument. Juste pour répondre un peu à la question, est-ce que Israël peut y aller? Disait Xavier, même à 2, ils n'ont pas réussi à arriver au bout du nucléaire. Juste pour rappel, ces fameuses bombes GBU-57, il n'y a que les États-Unis qui l'ont, ils ont de moins en moins, ils ont utilisé un stock incroyable. Donc on peut imaginer que non, en tout cas, on a vu des actions, notamment des cyberattaques contre les installations, mais
clairement non. Dror Evan Sapir, bonjour. Vous êtes justement avec nous en direct depuis Israël. Vous entendez notre débat et tiens, je vais vous demander même de participer avec nous tout ce qui se dit sur le plateau. Je vais vous êtes notre correspondant. Je vais vous réitérer cette question. Est-ce que Israël pourrait détruire seul le nucléaire iranien? Est-ce que c'est une petite musique qui monte du côté de chez vous? Seul, sans doute pas. Hein. Alors, on sait que l'aviation israélienne a tout à fait les capacités de frapper loin, de frapper en Iran. On sait depuis juin dernier, la première période de cette guerre Iran-Israël. Mais il y a eu à cette époque également une assistance américaine pour bombarder les installations nucléaires souterraines dont disposent encore les Iraniens. Maintenant, sans l'assistance, ne serait-ce que logistique, des Américains, il serait bien difficile à l'armée israélienne, au renseignement israélien, de venir à bout de ce qui reste du programme nucléaire du régime des Mollahs. Ça, c'est une certitude. Il y a un autre aspect tout de même auquel on pourrait assister dans les prochaines années, c'est celui de la guerre de l'ombre. La guerre de l'ombre, à savoir des opérations de sabotage, des cyberattaques également contre le réseau Internet iranien, et puis des assassinats ciblés de scientifiques mêlés au programme nucléaire de l'Iran. Il est très possible que dans les mois, dans les années viennent, on revienne à ce genre de scénario. Dror, juste une question aussi qui me vient comme ça à l'idée. On en parlait dès le début en se disant voilà, on a Benyamin Netanyahou, selon ce qui nous est rapporté, qui a été un peu, j'allais dire, mis de côté par rapport aux prises de décision ces derniers jours, ces dernières semaines de Donald Trump. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, que vous lisez aussi dans la presse israélienne, et est-ce qu'on a un Premier ministre israélien qui pourrait faire capoter un accord? Et s'il en a les capacités, c'est pas certain, parce que tout au long de cette période, on a vu à quel point Benyamin Netanyahou tenait à ménager le président américain. Et on a un Benyamin Netanyahou qui est en campagne électorale, jusqu'où il peut aller pour mécontenter son grand ami. C'est d'ailleurs le terme qu'il emploie lorsqu'il parle du locataire de la Maison Blanche. Vous savez, il y aura ce sommet à Paris mardi autour de Donald Trump avec les représentants du G7, mais également de 3 pays arabes, le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Benyamin Netanyahou n'est pas convié et on sait qu'il a été tenu à l'écart des négociations qui ont abouti à ce protocole qui sera signé très probablement entre l'Iran et les États-Unis dans les prochains jours. Donc cette politique américaine qui consiste à mettre un petit peu Israël de côté se poursuit. Les Israéliens sont inquiets, et pas seulement les dirigeants israéliens d'ailleurs. Et Elisabeth avec nous en plateau. C'est question justement de cette relation. On est meilleurs amis du monde. Il faut rappeler quand même que Trump a appelé au président Herzog de pardonner Benyamin Netanyahou, qui est déjà devant les cours, et c'est pas quelque chose de l'avenir. Effectivement, on voit mal un peu comment il peut aller on est meilleurs amis du monde à tout faire capoter à un tel point que, on a l'impression qu'il est totalement écarté aujourd'hui au détriment de son pays. Bien évidemment. Vous connaissez par cœur, Elisabeth, les États-Unis. Je vais me positionner du côté de Donald Trump. Est-ce que c'est pas la perversité du président américain quand il voit ou quand il a un intérêt d'humilier son meilleur allié en quelque sorte, et là on est à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui en fait les frais du coup. Ah mais alors, on sait très bien aujourd'hui que Donald Trump aime humilier et pas que ses ennemis. On l'a vu avec ses alliés, avec Israël. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il faut se méfier de Donald Trump parce que effectivement, il peut vous poignarder. On l'a vu avec ses alliés européens, même les plus proches, les Polonais ou les Allemands. Mohamed Ben Salman. Mohamed Ben Salman. Il a tenu des propos qu'on ne peut pas reproduire ici. Voilà, donc je pense qu'il fait la même chose avec Netanyahou. C'est simplement que peut-être on est un peu plus étonné dans l'opinion publique israélienne qui a été vendu un peu en grande amitié avec ce président en particulier. Une dernière question, Dror, vous êtes toujours avec nous depuis Israël. Est-ce qu'on a aujourd'hui, je dirais, un Premier ministre israélien, qui finalement pourrait se dire clairement, je peux continuer, je peux poursuivre seul de mon côté la guerre. Alors, on a les deux fronts, Iran et puis le Sud-Liban, le Hezbollah. Deux fronts, peut-être même davantage, puisqu'il est question d'éventuelles opérations militaires de grande ampleur dans la bande de Gaza contre un Hamas qui se renforce, qui reconstitue son arsenal. Donc le Liban avec le Hezbollah, l'Iran, la bande de Gaza avec le Hamas, les milices
pro-iranienne à travers la région qui pourrait, si l'accord est signé avec l'Iran, et si les sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran sont levées, si les avoirs dont dispose l'Iran à l'étranger cessent d'être gelés, et bien tout cela pourra permettre au régime des Mollahs de financer de plus belle les milices pro-iraniennes à travers la région. Donc un fonds ou plusieurs fonds peut-être supplémentaires pour Israël. Ça commence à faire beaucoup. Vous savez, ça fait 3 ans qu'Israël est en guerre. Jamais autant dans l'histoire du pays, les soldats, qu'ils soient d'actifs ou réservistes, n'ont été mis à contribution. Tout cela a un coût économique, un coût psychologique, un coût politique. Je rappelle qu'on se dirige vers des élections générales à l'automne prochain, probablement au mois d'octobre. Et d'ailleurs, on se pose de plus en plus la question en Israël et à la faveur de ces derniers développements, est-ce que oui ou non, Benjamin Netanyahou va se représenter? Il est probable que ce soit le cas, mais la question se pose de plus en plus. Merci beaucoup à vous, Dror, d'avoir été avec nous en direct d'Israël et d'avoir participé à animer aussi ce débat avec nous ici en plateau. Tiens, maintenant, des images. Alors là, vous savez, demain nous sommes dimanche. Qu'est-ce qui se passe si je regarde du côté des États-Unis? Quelqu'un a une idée? C'est l'anniversaire du président des États-Unis d'Amérique. 80 ans. Il ne va pas combattre dans un combat de MMA. Parce qu'effectivement, il y a un tournoi de MMA. Voilà, tout est fait en grand, gigantesque anniversaire pour le président américain. Et juste avant ce birthday, il a diffusé sur ses propres réseaux sociaux un clip qui sera également diffusé lors de ce tournoi de MMA. Regardez. America's military is unmatched. Projecting power, denying passage to adversaries, and protecting our interest at the time and place of our choosing. America is winning. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. It's called peace through strength. Alors là, je me tourne obligatoirement vers vous, Elisabeth. Vous le regardiez avec attention, ce clip. Il dit quoi? Il envoie quel message, là, Donald Trump? Je suis le meilleur, j'ai tout réussi? Alors, il y a plusieurs messages. Il y a un message de recrutement, mais bon, ça, c'est assez classique dans les messages. Donc il dit aux jeunes Américains, venez rejoindre les rangs de l'armée. Mais là, ce qui est intéressant, à la différence de pubs qu'on a pu voir dans le temps, c'est qu'on a l'impression, il parle de paix et il dit peut-être même on n'aurait même pas besoin d'utiliser l'armée, ce que je trouve un peu bizarre. La paix par la force. La paix par la force. C'est le message qu'il laissait, c'est intéressant, c'était un de ses messages de campagne. On se rappelle il a dit qu'il allait mettre fin à toutes ces guerres sans fin que les autres. C'est complètement dingue. Il dit le plus important, ce sont les guerres dans lesquelles nous ne nous engageons pas. C'est le contraire du clip, en fait. C'est absolument le contraire du clip. Après, on entend le voix du nouveau secrétaire à la guerre. On le voit aussi, non? Et on le voit, et on sait qu'il a aussi cette envie de reformer, enfin de remanier l'armée américaine à ce qu'il est son image aujourd'hui, c'est-à-dire des hommes de préférence plutôt blancs. Malheureusement, on a vu dans beaucoup soit des promotions qui ont été arrêtées, soit des carrément blancs, hétérosexuels et surtout pas woke. Disons que les femmes et les Afro-Américains, notamment un certain nombre de généraux et des amiraux, ont été mises de côté. Général Abré, vous, ancien général inspecteur de l'armée de terre, quand vous voyez ces images avec ces soldats, alors effectivement, il y a un message de recrutement aux jeunes pour leur dire rejoignez nos rangs, rejoignez les rangs de l'armée américaine, mais aussi c'est un clip qui se veut, en tout cas, le message originel à la gloire du président de Donald Trump, là. Alors, je ne sais pas si c'est un clip de recrutement, parce que lorsque nous faisons des clips de recrutement en France, notamment pour accueillir nos jeunes camarades au sein des forces armées, on insiste sur le collectif et sur les valeurs. Voilà. C'est donc très différent, cette administration aujourd'hui. Voilà. Donc, on n'est pas du tout sur le même signe. Là, si vous regardez bien, et c'est très cohérent avec leur culture stratégique, ils insistent sur la puissance et sur les équipements. Et ce que vous avez dit est très juste. Et j'ai lu aussi une phrase, aussi les guerres que nous sommes en train de gagner. Oui. Donc, c'est un message en direction de l'opinion publique. On gagne
on obtient la paix par la force et par la puissance, par cette logique toujours très américaine d'accumulation d'arsenaux et de puissance. Sauf que, d'ailleurs, on peut remarquer quelques soldats en tenue plutôt arctique. Donc c'est peut-être un message en direction des États du Nord ou du Nord-Est des États-Unis. Ouais. Voilà. Mais en fait, ça ne convainc personne. Ça ne convainc personne, hormis sans doute celui qui l'a commandé. Alors juste quelque chose de très important, il y aura sur place, donc quand ils diffusent, 4000 et quelques soldats qui sont triés par rapport à quoi? Par rapport à leur poids. Donc aujourd'hui, l'image aussi qu'on voit, c'est nos soldats sont le plus forts, minces, en bonne forme et tout. Et c'est aussi le message qu'il essaie de plus généralement propager. Xavier. À la fois, c'est l'image qu'on a du GIs ou du Marines américain, qui est plutôt bodybuildé. Contrairement aux commandos français, d'ailleurs, qui souvent sont pas forcément des athlètes avec des biceps comme ça et des cuisses infernales. Non, le clip, il est franchement basique. Moi, je dirais qu'il est totalement has-been. Alors, il y a juste un truc qui m'intéresse dedans, c'est qu'on voit un A-10, qui est un avion tueur de chars, utilisé en ce moment par les Américains quand ils le peuvent, parce que c'est compliqué, dans le détroit d'Ormuz, pour viser les vedettes rapides, parce que finalement on s'attaque aux vedettes rapides iraniennes comme on s'attaque à des chars, mais il va convaincre que ceux qui sont convaincus. Et effectivement, cette phrase, le plus important, ce sont les guerres dans lesquelles nous ne nous engageons pas, c'était sa promesse de campagne. Et il est en décalage total avec sa promesse de campagne. Il risque de traîner cette affaire extrêmement longtemps, mais surtout, moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'il entraîne les États-Unis dans une spirale dont on ne voit pas bien comment le pays va se sortir par rapport à ses alliés et par rapport à ses ennemis potentiels. Imaginez une seconde qu'il ait mis les mêmes moyens pour aider l'Ukraine, on serait dans un monde qui irait sans doute beaucoup, beaucoup mieux à l'heure où nous nous parlons. Et je vous rappelle cette principale information, l'Iran pas prêt de signer dans les prochaines 24 heures un accord, autrement dit, ça sera pas de cadeau pour l'anniversaire. Ça sera pas le cadeau d'anniversaire du président américain. On en sourit. Mais on va terminer par là. Est-ce que c'était peut-être aussi un espoir de Donald Trump de se dire, moi, voilà, le jour de mon anniversaire, je peux brandir, j'ai réussi, j'ai un accord, Elisabeth? Mais très probablement. Il est très basique de ce côté-là. On se souvient de tous les accords. Enfin, je sais pas qu'on est à 8 ou 9. Il aurait pu brûler l'accord avec les bougies, quoi. Oui. Faut faire très attention. Non, mais il se réclame d'avoir résolu un certain nombre de guerres. C'est pas totalement factuel, mais Albanie, Arménie. Oui. Il s'est trompé sur le nom du pays. Il voulait dire Azerbaïdjan, Pakistan et Afghanistan, je crois. Oui, voilà, alors qu'il se tape toujours dessus. Donc il faut toujours se méfier avec ce président. Il est plus dans du show que dans du concret. Très souvent, c'est quand même un homme de la télé et un homme du promoteur, enfin un promoteur immobilier et pas un politique à la base. Général Abré, un dernier mot. Oui, cela dit, il ne faut pas oublier, au-delà de toutes ces rodomontades, que l'armée américaine est quand même extrêmement puissante. Et donc, et pour l'instant, elle n'a pas de contrepartie. Il n'en demeure pas moins que lorsque l'on fait la guerre, on la fait quand on veut, on la termine quand on peut, et face à nous, on a un adversaire qui, lui aussi, a une forme d'intelligence stratégique, et c'est peut-être ce que M. Trump découvre avec l'Iran en ce moment. Eh bien, ce sera le dernier mot. Merci. L'Iran se préparait à ce conflit depuis 1979. Ça, il faut jamais l'oublier. Vous faites bien de le rappeler. Merci à vous d'avoir participé à ce grand dossier. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est bientôt 18h. D'ailleurs, cette émission, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous allez vous promener, vous allez faire vos courses avant de vous endormir. Eh bien, le grand dossier. Aussi bien les émissions d'Amélie Carver toute la semaine et puis que celles du week-end. Bientôt donc 18h. On va faire le point sur l'actualité avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch. On en parlait d'ailleurs il y a quelques instants. Après le G7 à Évian qu'il doit rejoindre lundi, bien le président américain dînera mercredi en France, au château de Versailles. Absolument, c'est une annonce faite par la Maison-Blanche auprès de LCI. Washington annonce également qu'un rendez-vous de travail entre le président américain et Volodymyr Zelensky est fixé mardi, ainsi que plusieurs réunions bilatérales avec des leaders du Proche-Orient qui sont également prévues. L'armée israélienne, elle a entamé des nouvelles frappes ce matin au sud Liban. Alors que les États-Unis et l'Iran sont sur le point de finaliser un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, Tsahal a ciblé le Hezbollah dans la région de Nabaté, dans le sud du pays. Son porte-parole avait appelé la population à 2 reprises à évacuer immédiatement une vingtaine de localités dans cette zone. Et à la une également, les plaintes qui s'accumulent contre Patrick Bruel.
Cette semaine, le chanteur a été mis en examen notamment pour viol et pour agression sexuelle et placé sous contrôle judiciaire. Les faits auraient été commis entre 2008 et 2019. Marie Belot, on apprend que 2 nouvelles plaintes ont été déposées. Est-ce que l'on sait ce qu'elles contiennent concrètement, ces plaintes ? La première plainte, c'est une plainte pour tentative de viol en 2007 en marge d'un festival de cinéma à La Réunion que Patrick Bruel parrainait sur une femme qui avait 20 ans de moins que lui. L'autre plainte est une plainte pour un viol qui aurait été commis en 2012. On n'a pas plus de détails car la plaignante ne souhaite pas communiquer sur ce qu'elle dit avoir subi. L'avocate de ces 2 plaignantes, dans un communiqué, dit ceci: nous ne sommes qu'aux prémices de cette affaire, les témoignages affluent en nombre et nul doute qu'il faille s'attendre à des évolutions rapides et importantes de ce dossier. Patrick Bruel pourrait être réentendu dans les prochaines semaines, les prochains mois, par les juges d'instruction sur toute cette série de nouvelles accusations. L'avocate de Flavie Flament a d'ailleurs annoncé qu'elle déposerait 2 nouvelles plaintes ce lundi. Patrick Bruel lui clame son innocence et demeure présumé innocent. Les informations de Marie Belot du service police-justice de TF1 LCI. Merci beaucoup Rebecca. Dans un instant, 18h Calvi avec l'excellent Yves Calvi. Bonne soirée et à demain.